Bonsoir. Coup de com' ou démocratie participative, la consultation citoyenne lancée par l'État entre janvier et avril vient de livrer ses résultats. L'affaire du pays est l'affaire de tous, et pas seulement des politiques. Associations, syndicats, étudiants, maires et plus d'1 millier de Calédoniens anonymes ont répondu avec intérêt à cette initiative. Il en ressort une somme de chiffres et de données impressionnantes qui sont le reflet des émotions, des angoisses et des espérances de la population. Ce soir, nous avons décidé de revenir sur 4 sujets majeurs. Comment combattre les inégalités? Le tout nickel est-il une fatalité? Comment mieux former les jeunes? Et enfin, veut-on vraiment vivre ensemble? Avenir, la parole est à vous, c'est le titre de cette émission. Et avec nous pour en parler ce soir, Catherine Riss, professeure de sciences économiques à l'Université de Nouvelle-Calédonie, qui intervient pour le consortium du CRESICA, et Mim Sidele, présidente du MEDEF, membre du collectif NCECO, et également un troisième invité qui doit nous rejoindre un peu plus tard, Pierre Ouellepac, qui devrait intervenir donc, pour l'association des anciens de Cadre Avenir. Mesdames, bonsoir. Merci d'être venues. Alors, en ouvrant la restitution des travaux de cette consultation, lundi soir, le ministre Sébastien Lecornu est intervenu en direct de Polynésie, où il est actuellement en visite, et il a recommandé aux élus de Nouvelle-Calédonie de ne pas mépriser cette parole de la société civile. Alors, c'est vrai qu'il y avait peu d'élus, notamment le président du gouvernement n'était pas là, aucun élu indépendantiste n'était là. Mim Sidele, est-ce que vous avez l'impression, parfois, d'être méprisé par la classe politique ? Le terme est fort. Pour autant, on sort d'une grande période, une longue période, ces accords de Nouméa qui ont probablement beaucoup donné la priorité aux politiques, justement. Les questions d'économie, de vivre ensemble, finalement, passant peut-être un petit peu en seconde place. Et aujourd'hui, on considère à l'aube du 3e référendum qu'il faut absolument qu'on parle de ces sujets. D'ailleurs, ça a été dit lors de la réunion de lundi soir, les Calédoniens se sentent mal informés sur ce qui va se passer dans le futur en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'on parle des sujets qui les intéressent, et au premier titre desquels l'économie et les problématiques sociétales. C'est vrai que cette consultation a livré énormément d'informations. Catherine Riss, est-ce que vous craignez, comme d'autres rapports, que tout ce qui est sorti de cette consultation finisse finalement au fond d'un tiroir sous la poussière? Évidemment, c'est le risque. C'est le risque, comme toutes les productions qui sont faites, études et autres. Ça n'a de valeur et de sens que si effectivement les décideurs s'en saisissent pour y répondre. Je crois que les problématiques ont été identifiées, en tout cas sur la partie des personnes qui ont été consultées, qui ont répondu ou qui ont contribué volontairement. Il y a quand même des points qui ressortent, la sécurité, l'économie, des questions à l'état de bonnes intentions. Qui sont effectivement des questions assez concrètes que se posent les Calédoniens, et il est important, je pense, pour les politiciens de s'en saisir pour faire avancer les choses. Voilà, alors justement, on va rentrer dans le concret et on va commencer par le premier thème de cette émission, qui est celui des inégalités, et qui est revenu de manière effectivement récurrente dans toutes les contributions, à la fois celle du monde socio-économique, mais aussi celle des particuliers, des associations. Et donc il y a un chiffre récent qui a confirmé dans un sondage réalisé par nos confrères de Radio Océane que 84% des Calédoniens ont le sentiment qu'il y a trop d'inégalités dans ce pays. Et on peut rappeler quelques chiffres parlants. 53 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, 10 000 personnes habitent dans les squats, et l'écart entre le revenu des plus pauvres et des plus riches est bien supérieur à ce qu'on peut trouver en métropole, et on est plus dans des ratios dignes des pays développés. Catherine Riss, pour vous, ces inégalités, c'est une fatalité en Calédonie, où il existe des clés pour en sortir? Non, il faut pas partir effectivement dans l'idée que ce soit une fatalité. Il existe des clés. Le pays s'en est saisi. Il y a quand même des politiques, alors qu'ici on appelle des politiques de rééquilibrage, mais c'est un terme calédonien pour appeler ça des politiques de réduction des inégalités, comme ça existe dans presque tous les pays du monde, qui sont en œuvre depuis plus de 30 ans dans différents domaines, dans le domaine politique, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi, et dans le domaine du foncier, etc. Qui ont fonctionné. Je pense qu'on n'est plus... Les inégalités étaient tellement criantes à la fin des années 80 qu'effectivement, on peut quand même se
je pense, se féliciter du chemin parcouru et d'une certaine efficacité de ces politiques de rééquilibrage, même si encore, comme je le dis souvent, c'est difficile d'en faire le bilan parce qu'on n'a pas fixé d'objectifs clairs. On ne sait pas où on voulait arriver, donc c'est difficile aujourd'hui de dire ça y est, on a réussi ou pas, puisqu'on ne sait pas exactement où on voulait aller. Mais c'est absolument pas une fatalité. Et on l'a dit, si 84% que les inégalités sont importantes et sont trop importantes, c'est que c'est une vraie problématique. Les recherches ont montré, les études ont montré que en fait les inégalités c'est vraiment quelque chose qui ne contribue pas, alors d'un point de vue tout à fait utilitariste, ça contribue pas à la croissance économique, parce que ça prive une partie de la ressource, mais également ça érode la cohésion sociale, ça érode le moral, les consommations. Alors il y a ça a des conséquences sur l'ensemble de la société. Voilà, les indicateurs de santé publique montrent que dans les pays où il y a le plus d'inégalités, c'est là où on prend le plus d'antidépresseurs, etc. Donc ça a vraiment des conséquences sur notre vie de tous les jours et sur la construction du pays. Mime Sidélé, vous trouvez aussi qu'en 30 ans, on a quand même progressé, mais à petits pas. Quel sentiment vous avez par rapport à ça c'est incontestable qu'il y a eu du progrès, comme le dit Catherine, on partait déjà de loin. Pour autant, aujourd'hui, par rapport à la réduction des inégalités, nous on considère que l'emploi, c'est la première des solutions pour réduire les inégalités. Alors l'emploi à deux niveaux, l'emploi de façon générale, en Nouvelle-Calédonie, le taux d'emploi c'est 58%. Quand on se compare à des économies de niveau de vie comparables, c'est 10 points de moins, ce qui est énorme. L'emploi des femmes, c'est un problème, c'est-à-dire comment on incite les femmes à travailler, à pouvoir avoir accès à l'emploi et avoir 2 salaires par exemple dans un foyer. Donc quand on a dit ça, et vous parliez de la problématique des squats, c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré les rééquilibrages, beaucoup des emplois sont concentrés en province sud et il faut voir comment on l'adresse. Alors nous, on l'adresse de 2 façons différentes. Déjà en cherchant les moyens de promouvoir l'entrepreneuriat en terre coutumière. Donc ça c'est un des gros sujets qu'on a abordé dans notre rapport. C'est comment lever les freins à l'investissement sur terre coutumière. Et il y a des solutions. En Nouvelle-Zélande, il y a des systèmes qui fonctionnent extrêmement bien, des systèmes hybrides. Et de 2, il y a aussi comment est-ce qu'on adapte notre droit du travail, qui est quand même assez calqué sur le droit du travail métropolitain, aux spécificités locales, au travail au sein de la tribu et aux exigences finalement d'une vie liée à la coutume. Donc il faut aussi qu'on se pose ces questions. Il y a déjà des initiatives qui ont été prises, mais c'est vrai que est-ce que vous pensez que l'emploi va vraiment permettre de lutter contre la pauvreté? Parce que déjà, quand on se promène, quand on rencontre les gens qui habitent par exemple dans les squats, on voit bien que les gens travaillent et 20% des ménages qui sont en dessous du seuil de pauvreté ont un chef de famille qui travaille. Donc les travailleurs pauvres, ça existe aussi. Donc est-ce que vraiment c'est l'emploi qui va sortir les gens de la pauvreté? C'est une des parties, effectivement, c'est celle qu'il faut privilégier. C'est pas uniquement les aides sociales. Les aides sociales peuvent évidemment aider. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie a malgré tout aussi un problème de vie chère. On ne peut pas non plus l'occulter. Les prix sont très importants. Et il y a un problème de fond, c'est aussi le décalage entre les salaires en entrée de grille entre le public et le privé. Et à un moment donné, il va falloir qu'on l'adresse. Ça fait des années qu'on en parle. Il y a près de 30% d'écart à niveau d'expérience et niveau scolaire comparable. Ça n'est pas normal et ça fausse les données du marché de façon considérable. Il y a d'autres éléments évidemment qui sont liés à notre économie qui est très protégée, qui est insulaire, qui font que certaines choses auront du mal à se régler. Mais bien sûr, c'est des problèmes qu'il faut qu'on adresse. Alors justement, pour revenir sur les minima sociaux, j'ai vu que dans la contribution du CRESICA, vous faites allusion au fait qu'il n'y a pas de RMI ici, des allocations chômage, un minimum vieillesse minimaliste. Est-ce qu'on a un problème de solidarité en Nouvelle-Calédonie ? Alors effectivement, selon ce critère ou cette vision des minima sociaux, effectivement, on a quand même déjà un salaire minimum qui est bien plus faible que celui en métropole. Si alors avec un niveau de vie pourtant largement supérieur. Avec un niveau de vie, les prix en moyenne 33% plus élevés, ce qui veut dire que le pouvoir d'achat, on l'avait calculé, le pouvoir d'achat quelqu'un qui est payé au salaire minimum en Nouvelle-Calédonie est à peu près égal à la moitié d'un smicard, du pouvoir d'achat d'un smicard en France. Donc c'est quand même quelque chose c'est énorme, une différence qui est considérable. Et donc il faut quand même déjà avoir un emploi et le salaire minimum qui correspond pour pouvoir comparer ça. Et puis après, il y a tous ceux qui n'ont pas d'emploi ou qui en avaient, mais les allocations de chômage donc déjà elles sont pas très élevées. Et puis au bout de 9 mois, on n'en a plus. On n'a pas de minimum de matelas, en fait, de matelas social. Donc c'est vrai que comparativement, encore une fois, à un pays du même niveau de développement, du même niveau de richesse, la Nouvelle-Calédonie a une protection sociale qui est faible.
Vous seriez d'accord, Anne Seiko, pour relever les minima sociaux? Alors, c'est un gros débat parce qu'on a un problème de productivité qui est majeur. Et une entreprise, pour fonctionner, elle a besoin d'être productive aussi. Et les entreprises calédoniennes et l'emploi en Nouvelle-Calédonie a des taux de productivité inférieurs à ceux, là encore, des économies comparables. Les charges qui pèsent sur les salaires en Nouvelle-Calédonie, les charges salariales mais aussi patronales, sont parmi les plus élevées de la planète. On va dire exactement les choses comme elles sont. Donc, oui, si cette progression peut permettre évidemment de façon raisonnée sur du long terme d'accroître le pouvoir d'achat, évidemment que ça va dans le bon sens, mais c'est pas la seule solution, on le voit bien, puisque eh bien, il faut travailler sur la structure de nos prix, il faut travailler sur notre compétitivité pour permettre de réduire progressivement les écarts. Alors, je vais revenir un petit peu sur tout ce que vous disiez tout à l'heure, et notamment l'écart qu'il y a entre les salaires du privé et les salaires du public. Un exemple, quelqu'un qui gagne 200 000 dans le privé, pour le même travail, en gagnera 320 dans le public. Donc 120 000 de plus, c'est vrai que c'est une énorme différence. Est-ce que, selon vous, une des solutions pour lutter sur les inégalités, c'est de raboter ces fameuses indexations? Oui, alors effectivement... c'est plus dans le sens où l'indexation et les salaires élevés qui existent dans certains secteurs, dont le secteur public, c'est pas le seul. Et on sait qu'il y a d'autres secteurs où les salaires sont également élevés. Et puis après, quand on monte dans les grilles, l'écart entre le privé et le public quand même se réduit. Mais c'est parce que, effectivement, en Nouvelle-Calédonie, certaines personnes, qu'elles soient salariées du privé ou du public, ont des niveaux de vie, des niveaux de salaire élevés, qu'on peut aussi maintenir, ou que ça entretient ce niveau de prix élevé et que ça fragilise, et du coup ça impacte le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Des prix pour les riches, quoi. Voilà, en tout cas on a des prix, on a une partie de la population, une partie des consommateurs qui peut consommer sur ces prix, et donc on maintient les prix parce que ça convient, mais ça pénalise toute une partie de la population qui n'a pas ces prix. Après, sur l'indexation des fonctionnaires, c'est quand même effectivement un sujet qui revient souvent, qui se justifie plus dans le contexte actuel, qui crée effectivement, je pense, une déformation de l'attractivité du marché du travail, où effectivement il aspire les compétences. C'est un peu une ambition de rentrer dans la fonction publique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est remis en cause. Alors raboter, je ne sais pas si c'est la solution, mais une solution qui avait été proposée, c'est de dire on n'augmente plus les salaires dans le public et on attend que les salaires du privé rejoignent et rattrapent. Et dans ce cas-là, en fait, on vient assez rapidement. C'est l'histoire d'une décennie à peine pour rattraper, et ensuite on est effectivement sur un alignement qui... Et je vais un petit peu plus loin, effectivement il y a cette solution, mais il y a aussi tout simplement le fait de revoir totalement les grilles et que les nouveaux entrants de la fonction publique soient rémunérés de façon effectivement différente. L'idée c'est pas de réduire les salaires de ceux qui les touchent déjà, je dis ça à l'adresse des fonctionnaires, on ne va pas couper les salaires des fonctionnaires, c'est important de le dire. Mais néanmoins, à un moment donné, il faut avoir le courage de mettre en place des politiques de long terme qui tendent à un rapprochement des grilles en fait, entre public et privé. Alors, je vous rappelle qu'on attend toujours notre troisième invité, donc Jean Ouellepa de l'association des anciens de Cadre Avenir. Donc on va poursuivre notre débat et je voudrais qu'on parle un peu de ce mythe de la diversification économique. On a beaucoup de mal à sortir du tout nickel en Nouvelle-Calédonie. On l'a vu d'ailleurs dans une récente étude de l'ISEE qui a révélé qu'un quart des emplois salariés du privé est lié à l'industrie du nickel, donc qui semble le nickel plus que jamais le maître de l'économie calédonienne. Mimsi Délé, vous y croyez encore à cette diversification? Ah mais j'y crois, et de toute façon on va se retrouver un petit peu au pied du mur. Aujourd'hui on voit malheureusement que la stratégie métallurgique qui a été celle qui a été privilégiée sur ces 20 dernières années, financièrement, économiquement a quand même du mal à faire ses preuves, on va dire les choses comme elles sont, même si elle a été créatrice d'emplois, ça c'est vrai. Aujourd'hui certaines de ces entreprises sont en grande difficulté. Aujourd'hui on a une incertitude même sur la viabilité à long terme d'un modèle à 3 usines, tout à fait. Donc non, nous, ce qu'on croit, c'est que la Nouvelle-Calédonie a d'autres potentialités que le nickel, évidemment, qu'il faut commencer à travailler nos filières pour créer des emplois sur ces nouveaux secteurs, que probablement la grande majorité des emplois de demain n'existent pas encore aujourd'hui, qui vont se rapprocher justement des emplois de la mer, qu'il y a beaucoup d'emplois créés dans l'agriculture pour occuper notre territoire et travailler sur notre autosuffisance alimentaire et la qualité de notre agriculture. Donc oui, il y a énormément de domaines sur lesquels on va devoir travailler. Le tourisme. Alors le tourisme, bien sûr qu'on en fait déjà, mais
on pourra en faire 10 fois mieux. En ce moment, c'est un petit peu difficile. C'est un peu plus difficile, il va falloir le réinventer. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on va abandonner totalement ce secteur? Je ne pense pas. Je pense que la Nouvelle-Calédonie aura probablement demain des atouts dans le nouveau, on va dire le monde d'après. L'expression n'est plus tout à fait logique, mais il va falloir réinventer le tourisme. La Nouvelle-Calédonie a des atouts incontestables. Mais il faut avoir une vraie politique qui fonctionne. Catherine Riss, vous les voyez où, ces relais de croissance? C'est difficile. C'est difficile. Oui, on voit qu'on a du mal à les trouver. Si on le savait, s'ils étaient identifiés et puis qu'il suffisait de le dire pour que ça se mette en place, on que ce soit accompagné d'économie bleue, d'innovation. Oui. On a quelques pistes, le tourisme, la mer, l'innovation, avec cette idée que, effectivement, on a des ressources qui n'existent qu'ici, que ce soit dans la faune ou dans la flore. Et donc, si elles peuvent être valorisables, elles ne le seront qu'ici. Et donc, c'est un potentiel. Et là, il faut attendre un petit peu le développement et la recherche pour que ça se mette en place. Mais s'il suffisait de décréter qu'un secteur est un secteur qui va permettre la diversification et qui va prendre le pas sur le nickel, ce serait fait depuis longtemps. Et c'est vrai que dans ce cas-là, moi, je suis plutôt à faire finalement confiance au marché. Je pense que le marché, les agents privés qui agissent sur les marchés sont les plus aptes à savoir où il y a de la rentabilité, où on peut gagner en productivité, dans quel secteur on va aller. On voit, alors l'exemple que je donne souvent, effectivement, il y a des milliards qui ont été dépensés en Calédonie pour la promotion du tourisme. Ça ne fonctionne pas. J'ai envie de dire, laissons faire le marché et le marché nous mènera vers ce qui fonctionne et ce qui peut effectivement créer de la richesse. C'est vrai, comme vous dites, quelquefois on sort des 30 glorieuses en Calédonie. Il y a eu énormément d'argent qui est déversé sur la Nouvelle-Calédonie, énormément d'argent public. Oui. Est-ce qu'on n'a pas cru finalement que la subvention faisait le développement en Calédonie ? Oui, moi, je pense que cette manne financière, s'est faite parfois malheureusement au détriment de l'efficience. Aujourd'hui, nous, on part d'un postulat qui est que les transferts vont réduire, quoi qu'il arrive, quel que soit l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, qu'il va falloir travailler à être des meilleurs gestionnaires, quelque part, des fonds dont on dispose, à 270 000 habitants, et donc avec une certaine cohérence. Aujourd'hui, les entreprises, par exemple, certaines entreprises parapubliques, dans le secteur de l'aérien, par exemple, les conseils d'administration sont pour l'essentiel politiques. Aujourd'hui, il faudrait peut-être remettre un petit peu plus de privé, de gestion dans ces conseils d'administration, mais pour arriver à la rentabilité, on a beaucoup d'entreprises déficitaires qui sont compensées par de la subvention, qui sont compensées par les apports en fonds publics. Est-ce que demain, on pourra continuer de soutenir autant de secteurs de cette façon-là? On ne le croit pas. Oui, c'est vrai que Catherine, quand on a créé les provinces, on a confié le développement à ces provinces et au travers des sociétés d'économie mixte, Promo Sud, Sophie Nord, Sodil, c'est à eux qu'on a demandé de développer le pays et finalement de diversifier l'économie. Et on voit au bout de 30 ans que finalement, ça a été une tâche très difficile. Oui, c'était une tâche très difficile. Alors, je n'ai pas exactement l'évaluation. Et d'ailleurs, ça manque de façon générale. En Nouvelle-Calédonie, on n'a pas la culture de l'évaluation des politiques publiques. On met des choses en place et puis on engage des réformes sans même savoir quelle est l'efficacité des dispositifs qui ont été mis en place. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la puissance publique ou l'argent public, la subvention est présente dans un nombre d'entreprises en Nouvelle-Calédonie avec des ramifications, des sous-directions, etc., absolument considérable. Donc c'est une économie administrée, une économie publique, effectivement avec une efficacité qui est toute relative parce que l'objectif, au départ, l'objectif fixé, c'était de mettre l'engagement public pour générer des initiatives privées et que le privé prenne le relais. Oui. Et en fait, on voit que ça a été très peu le cas. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que effectivement les chefs d'entreprise n'ont pas aussi leurs responsabilités parce que finalement le privé n'a pas pris la relève et comme on dit quelquefois, l'argent qui est gagné ici est investi à l'extérieur et n'est pas remis dans le circuit calédonien. Il n'y a pas de ruissellement. Je vous corrige parce que la Nouvelle-Calédonie est au contraire un pays d'entrepreneurs, bien plus que la métropole par exemple. Il y a énormément d'entreprises privées en Nouvelle-Calédonie. Au contraire, c'est une des spécificités de notre tissu économique. C'est cette immense variété d'entreprises, parfois des toutes petites entreprises. Après, effectivement, comme le disait Catherine, on s'est adapté au marché. Effectivement, on avait un marché qui proposait un certain nombre de subventions, de protection, de défiscalisation.
les chefs d'entreprise en ont profité. Aujourd'hui, la vérité, c'est que nous sommes archi-dépendants de ces transferts un peu cachés. La défiscalisation... quand même à l'argent public, on a du mal à lâcher la tétine. Ah ben, il va bien falloir à un moment donné, mais effectivement c'est difficile, mais ça va demander une grande adaptation. Après il y a des secteurs qui ne sont pas aidés, d'autres le sont davantage, mais donc ils doivent commencer à travailler à une plus grande autonomie, une plus grande indépendance face au transfert public. Mais en revanche, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que oui, cette dépendance existe et que demain, on ne va pas pouvoir l'arrêter du jour au lendemain. Il va falloir beaucoup plus de temps, mais là encore une fois, il faut commencer à préparer l'économie dans 10-15 ans pour pouvoir faire face. Aujourd'hui, on parle des transferts de l'État, c'est un sujet qui est fréquent. Il n'y a pas que les transferts financiers, il y a la défiscalisation. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, sans défiscalisation, il n'y aurait pas beaucoup moins d'industrie, très peu d'agriculture, pas de transport aérien et pas de métallurgie. On est peut-être arrivé quand même au bout du système. On est peut-être arrivé au bout du système. On sait que la défiscalisation et les exonérations, c'est 46 milliards là, dans le budget. Donc là, on commence quand même à atteindre des sommets. Donc il va falloir prendre des décisions. Est-ce que le MEDEF est prêt à ce qu'on tape un peu là-dedans? De toute façon, la défiscalisation touche à sa fin. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir adapter notre système économique et dire très clairement aux Calédoniens qu'il va falloir trouver d'autres systèmes. Alors, il y a d'autres systèmes qui existent. Il y a les zones franches, il y a les subventions aussi, ou d'autres façons de faire qui seraient peut-être d'ailleurs plus efficientes au final et qui seraient davantage le pari de la réussite. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans le système actuel de défiscalisation, la réussite est bienvenue, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, vous dites dans votre contribution, là, vous parlez beaucoup de l'esprit pionnier, notamment qu'il y a eu... alors, le taux de création d'entreprises, d'après mes chiffres, il est inférieur ici qu'à la métropole. Donc, vous dites qu'il est supérieur, moi, bon, peu importe. Mais qu'est-ce que vous entendez par ces termes de pionnier? Parce que finalement, ça donne une vision quand même un peu communautaire du développement économique. Ah bah non, puisqu'on trouve des pionniers dans toutes les... un pionnier, c'est quelqu'un... Non, le pionnier, pour moi, c'est quelqu'un qui va justement créer de rien une entreprise, parfois avec une idée, tout simplement, une vision pour l'avenir. Non, il n'y a pas de terme communautaire derrière l'histoire. Les pionniers, c'est vrai que c'est plutôt les gens qui sont arrivés de l'extérieur. Ça a pu être ça. On a des pionniers dans différents secteurs. On en a en recherche, on en a dans l'espace, on en a ici. Enfin, c'est un terme pour moi qui est extrêmement positif. Et c'est pour ça qu'on le reprend beaucoup, parce que derrière, il y a des valeurs de courage, il y a des valeurs d'engagement, il y a des valeurs de créativité, justement, et de foi en l'avenir. Et la Nouvelle-Calédonie les a. Et quand on voit que l'essentiel du tissu économique calédonien, c'est finalement des très petites entreprises. Des fois, on dit, le MEDEF, c'est grosses entreprises. Donc, 80% des adhérents du MEDEF ont moins de 5 ou 10 salariés. Donc non, le tissu économique calédonien, ça n'est pas que les 20 grosses entreprises dont on parle souvent. C'est au contraire des chefs d'entreprise qui travaillent 10 heures par jour avec leurs salariés, qui ont les mains dans le cambouis et qui ont des difficultés, comme tout à chacun, à boucler les fins de mois. Et qu'on retrouve d'ailleurs justement dans NCECO. Comme dit le MEDEF, puisque maintenant, là, vous parlez au nom d'NCECO, on retrouve toute cette population de... Exactement. De petits chefs d'entreprise. Et est-ce que, Catherine Riss, finalement, toutes les questions qu'on est en train de se poser, le problème, c'est pas le manque de planification et d'organisation, d'aménagement du territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui était prévu à la base dans l'accord de Nouméa avec la création de NC 2025. Et finalement, on a l'impression que toute cette réflexion qu'on a aujourd'hui, on l'a déjà eue il y a quelques années, lors du schéma d'aménagement. Oui, tout à fait. NC 2025, c'était une démarche très importante qui a produit énormément en termes de diagnostic, en termes de préconisation. Et encore un exemple peut-être malheureusement d'étude qui n'a pas donné lieu à des démarches concrètes et à une réalisation de tout ce qui avait été prévu. Moi je pense que c'est lié à plusieurs choses et l'avenir institutionnel en est sans doute la cause la plus importante, parce qu'effectivement quand on ne sait pas où on va et quand on n'a pas une perspective qui est très longue, on a du mal à s'engager dans des chantiers qui ne sont pas ceux d'un mandat électoral. Oui, pour vous le calendrier politique en fait bloque le calendrier économique en Calédonie. Ah mais totalement, aujourd'hui on est en panne. C'est vrai qu'il n'y a aucune réforme majeure qui probablement ne sera engagée avant la sortie des accords de Nouméa. On voit mal un politique aujourd'hui prendre des engagements ou faire des réformes ambitieuses dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc c'est vrai que nous espérons rapidement qu'on trouve une solution institutionnelle pérenne pour la Nouvelle-Calédonie et qu'on recrée un lien entre le politique et le citoyen calédonien, qui ait une vision d'avenir pour ce territoire, qui ait une vision et un cap économique. Je rejoins un petit peu ce que dit Catherine. Bien sûr qu'il faut laisser faire le marché, mais il faut que les politiques publiques aussi soient
cohérente, avec une vision long terme. C'est pour ça que nous, on se projette en 2050, ça peut sembler loin, oui, c'est ce que... mais l'idée, c'est d'avoir un cap et d'ajuster les politiques publiques, dans tous les secteurs d'ailleurs, à l'atteinte de ces objectifs long terme. Et aujourd'hui, on a le sentiment que ce n'est pas toujours le cas. Voilà, les politiques n'ont pas d'une grande cohérence les unes avec les autres. Elles sont peut-être parfois un peu court-termistes. Et il va falloir qu'on change de braquet. Et vous pensez que là, dans les 2 ans, il ne va rien se passer, quoi? Écoutez, il faudrait déjà un gouvernement. Et là, je dirais que la situation est encore plus critique. On est toujours en train de dire Renova, mais enfin, honnêtement, là, c'est dramatique. Donc oui, il faudrait déjà qu'on ait un gouvernement en place. C'est symptomatique, d'ailleurs, qu'on n'en ait pas. J'ai envie de dire, c'est le reflet de la situation institutionnelle actuelle. On est totalement en panne. Alors on va poursuivre avec un autre thème qui est assez présent aussi dans toutes vos contributions, c'est celui de la formation, et avec des chiffres qui sont aussi parlants. 28% des 16-29 ans, soit 15 700 personnes, hein, c'est selon une enquête qui est sortie de l'ISEE la semaine dernière. Donc 28% des 16-19 ans, des 16-29 ans, pardon, n'ont ni emploi ni formation. Et selon des chiffres qui ne sont pas officiels, mais visiblement qui circulent, chaque année 1600 jeunes, 1600 quittent le système scolaire sans rien dans les poches. On pourrait aussi ajouter qu'un adulte sur 5 est touché par l'illettrisme. Catherine Russe, selon vous, l'école, ça ne marche pas ici? Ça ne marche pas très bien, en tout cas. Mais ailleurs aussi, hein. C'est vrai que bon, la Nouvelle-Calédonie a eu cette opportunité extraordinaire de pouvoir construire son enseignement primaire, son enseignement secondaire. Et peut-être par, beaucoup de facteurs expliquent ça, mais peut-être aussi par manque de confiance en elle. Elle ne s'est pas saisie de la question, et donc on a fait du copier-coller d'un modèle qu'on connaissait, d'un grand modèle, qui est le modèle français, qui ne fonctionne pas en France non plus. Hein. Le système éducatif français, sur les 20 dernières années... oui, on est toujours dans le bas du classement. En tout cas, on baisse sur tous les indicateurs, et en particulier les indicateurs d'inégalité également. Quoi. Donc ça ne fonctionne pas en France, on l'a transposé en Nouvelle-Calédonie, ça ne fonctionne pas très bien non plus. Alors on met beaucoup de pansements, des dispositifs aux différentes étapes pour dire tiens, ça n'a pas marché, donc là on va créer un dispositif, on va créer, c'est dommage que Pierre ne soit pas là pour parler de cadre à venir, les politiques de discrimination positive qui vont essayer de corriger ce qui n'a pas pu être fait à la base. Ce qu'on montre aussi, c'est qu'effectivement on est dans un système éducatif où les enfants certes arrivent avec des situations différentes qu'on peut déjà qualifier d'inégalité, hein, dans l'accès au savoir, ou en tout cas des savoirs qui sont valorisés à l'école, et tout au long de leur cursus scolaire, ces inégalités se creusent. Et cette école laïque républicaine qui a cette ambition d'égalité des chances, ça fonctionne. Donc ça perpétue les inégalités au lieu de les combler. Alors après, c'est vrai que Mimsi disait que ce qui est fondamental pour lutter contre les inégalités, c'est l'accès à l'emploi. Et évidemment, l'emploi, ça donne un salaire, et le salaire, c'est le principal revenu d'une très grande partie de la population dans le monde. Mais pour avoir accès à l'emploi, il faut avoir une formation. Et donc, on descend un peu plus bas dans les racines. Et effectivement, l'accès à l'école, au diplôme et à la formation, c'est quelque chose de fondamental qui permettra d'avoir un meilleur accès à l'emploi, qui permettra sur les générations suivantes ensuite de ne pas reproduire ce conditionnement social et ce lien très fort qui existe entre origine sociale, ethnique et destinée scolaire et destinée professionnelle. Vous êtes confronté donc à NSECO à ce problème de recruter de la main-d'œuvre formée en Nouvelle-Calédonie, et comment ça se traduit sur le terrain? Absolument. Nous, on adresse les deux sujets, c'est-à-dire à la fois la petite enfance et l'acquisition des savoirs fondamentaux que sont la lecture et les mathématiques, hein, parce qu'effectivement, un adulte illettré va avoir va peut-être trouver un emploi, mais aura les plus grandes difficultés du monde à évoluer au sein de son entreprise. C'est quasiment même impossible, c'est un plafond infranchissable. Et de deux, effectivement, les entreprises calédoniennes font le constat qu'elles jouent un rôle massif aujourd'hui dans la formation des salariés. Et aujourd'hui, on aimerait que ce rôle il soit davantage reconnu, c'est-à-dire qu'effectivement, les budgets de la formation professionnelle sont conséquents. En Nouvelle-Calédonie, si je prends que la formation professionnelle, c'est 5 milliards par an. Encore une fois, je ramène ça à une population de 270 000 habitants. C'est considérable. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'on pourrait sortir un petit peu du cadre et se dire que l'entreprise pourrait être d'une certaine façon subventionnée pour, dans les premières années de la vie professionnelle, assurer un parcours de formation efficace à un certain nombre d'intrants du marché du travail qui arrivent sans aucune qualification. Parce que oui, l'entreprise joue énormément de rôles de formation, parfois des bases,
faire passer le permis de conduire aujourd'hui, c'est quelque chose que l'entreprise finance. Est-ce que c'est normal? Je ne suis pas sûre. Donc il faudrait notre position, c'est reconnaissons le rôle social et de formation de l'entreprise davantage, parce que l'entreprise est pénalisée par le manque de productivité d'une partie du personnel, et les coûts que ça engendre aussi, parce qu'ils sont très importants. Alors les coûts, justement, comme vous le disiez, la formation professionnelle, c'est pas faute d'avoir injecté des milliards. Il y a 2 fonds européens de développement successifs qui ont été consacrés. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils forment des gens dont vous n'avez pas besoin. Vous parlez pas entre vous pour dire nous c'est ça qu'il nous faut et puis vous formez ça. Où est le problème? Je dirais qu'encore une fois, en Nouvelle-Calédonie, il y a des dizaines et des dizaines d'organismes. Il y en a déjà dans 3 provinces différentes. Le problème de la formation et de l'emploi en Nouvelle-Calédonie, c'est géré un peu par le gouvernement, un peu par les provinces. Donc tout ça n'a pas vraiment de cohérence territoriale. Et puis derrière, effectivement, on n'est pas très... Enfin voilà, on forme énormément dans certains secteurs, très peu dans d'autres, alors que pourtant les besoins sont avérés. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut sortir un peu de ce cadre-là et imaginer des liens encore plus forts entre entreprise et formation professionnelle, au-delà de l'apprentissage même, peut-être aller encore plus loin et déléguer à l'entreprise peut-être une partie de cette formation, encore une fois en trouvant les moyens de le financer de façon optimale. Mais est-ce que les organismes de formation vont vous voir? Vous avez des réunions de concertation régulières pour savoir comment évolue le marché, quelles sont ses attentes, pour essayer de vous caler un peu sur la concordance entre l'offre et la demande? Oui, il y a des travaux qui se font dans des organismes paritaires. Il y a des choses très intéressante. Une des choses pour moi les plus efficaces qui a été créée ces dernières années, c'est le FIAF, qui permet notamment aux petites entreprises de former davantage. Rappeler le fonds interprofessionnel de formation et qui permet en fait à des petites entreprises qui ne cotisent pas du fait de leur taille au 0,7% d'avoir accès, de dédier en fait une partie à un fonds de financement qui est collectif pour la formation. Et ça fonctionne bien. Et donc c'est ce type de solutions un peu nouvelles que la Nouvelle-Calédonie a su développer, qu'il faut promouvoir, mais de façon peut-être encore plus large pour permettre d'intégrer davantage de parcours de formation dans les premières années de la vie en entreprise. Mais ça ne réglera pas le problème de l'illettrisme, mais ça, c'est l'éducation clairement de base. Alors, tout à l'heure, on parlait des inégalités, mais il y a aussi des inégalités dans la formation. Là, dans l'enquête de l'ISEE, il y avait un chiffre, seuls 8% des Kanaks ont un diplôme d'enseignement supérieur contre 37% pour les non-Kanaks. Donc on voit au cours des 30 ans qu'en volume, ça a augmenté, mais il n'y a pas vraiment de rattrapage. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Les politiques de rééquilibrage n'ont jamais défini l'objectif et c'était pas, je pense, un objectif de rattrapage parce que c'est quand même très ambitieux. Mais en tout cas, effectivement, on part de très loin. J'ai pas les chiffres en tête. 140 cadres, je crois, en 88 et 1400 aujourd'hui. Oui, voilà. Donc quand même, on a quand même les choses considérables en valeur absolue. Voilà. Mais ça reste aujourd'hui très inégalitaire. Et surtout, ce qu'on voit aussi, c'est que depuis le début des années 2010, les inégalités qui quand même se sont réduites. Alors on prend sur différents critères les diplômés de l'enseignement supérieur, Kanak, non Kanak, etc. On a quand même on avait une réduction des inégalités entre 89 et jusqu'au début des années 2010. Et là, les inégalités, elles se réduisent de moins en moins, ou en tout cas l'écart reste constant. Et ça, c'est problématique. Ça veut dire que la dynamique dans laquelle on était, comme si on avait atteint un seuil, voilà ce qu'on a pu faire en mieux en termes de réduction des inégalités. Et quand on voit la situation aujourd'hui, on se dit, on n'est pas allé très loin. Et on retrouve le même problème dont on parlait tout à l'heure entre l'aspiration du public et du privé, puisque c'est vrai que dans les personnes qui ont suivi le programme 400 cadres, il y a très peu de gens qui se dirigent vers le privé, vers l'entrepreneuriat. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, le public est trop attirant. Ben oui, c'est un des effets, entre guillemets, un petit peu transverse de cet écart, en fait, entre le public et le privé. C'est que finalement, nos efforts de formation à destination notamment des cadres et des agents de maîtrise, ils se font essentiellement au bénéfice du public. Voilà. Mais c'est pour ça. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand on parle d'entrepreneuriat aussi en terre coutumière, c'est aussi pour nous une vraie clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut être chef d'entreprise en terre coutumière, on n'a pas accès, par exemple, au
financement bancaire. Donc il y a des choses à changer dans notre système qui permettent aux gens de débloquer en fait ce pouvoir d'entrepreneuriat qui peut exister en chacun de nous, parce que finalement on peut être entrepreneur sans avoir fait d'études, j'ai envie de dire. C'est le premier, ça peut être tout à fait possible à partir du moment où on a une idée et l'envie de travailler. Donc, mais si on n'a pas accès en revanche au financement bancaire, clairement on ne pourra pas le faire. Oui, puis il y a peut-être aussi un nouveau modèle à inventer. On n'est pas obligé de calquer le modèle de développement européen au monde océanien, qui d'ailleurs, donc c'est, je ne sais pas si l'association des entrepreneurs Kanak, l'ALCA, je pense que vous êtes en discussion avec elle. Elle travaille beaucoup sur cette réflexion. Donc il est question de pousser la collaboration entre le MEDEF justement et cette association. En tout cas, NCECO, on a parlé avec eux. On a également consulté énormément de ressortissants de la CCI dans les îles Loyauté et dans le Nord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'inspire aussi beaucoup du système néo-zélandais, de ce qui a été fait en terre maori, pour qu'il y ait un exemple de réussite, très concrètement d'un point de vue économique. Et pourtant, on parle là aussi d'incessibilité des terres, de sacralisation des terres coutumières. Mais ils ont réussi, il y a déjà longtemps, à trouver un système un petit peu hybride qui sacralise une partie de leurs terres coutumières, qui met sous administration coutumière une autre partie de ces terres à destination économique, mais au bénéfice de la collectivité coutumière. Et donc, bien sûr que c'est une autre façon de faire, mais ce système permet malgré tout d'avoir accès à des financements. Et encore une fois, quand on veut investir, il faut quand même avoir accès à ce type de financement, quel que soit votre statut coutumier ou droit civil. Alors effectivement. Après, bon, il ne faut pas non plus être trop enfermé dans ce prisme. Il y a les GDPL, il y a du développement en terre coutumière, il y a de l'habitat en terre coutumière, il y a des zones industrielles en terre coutumière. Ça existe déjà quand même. Des choses se sont faites. Oui. Peut-être pour revenir, alors c'est vrai que je ne connais pas très bien la différence entre les GDPL et le modèle néo-zélandais que vous présentez, mais pour revenir sur la formation, c'est vrai qu'effectivement, les entreprises ont sans doute un rôle à jouer pour les personnes qui sont en emploi et sur lesquelles pour lesquelles on veut améliorer les compétences, les connaissances et notamment pour les promouvoir au sein de l'entreprise. Mais je crois que ce qui est quand même important, et ça se voit partout dans le monde et en Calédonie aussi, c'est que en fait, la formation, c'est avant tout j'ai envie de dire de façon générale, des têtes bien faites et pas forcément une spécialisation dans une profession, dans un secteur. C'est d'abord avoir effectivement des capacités qui nous permettent de comprendre le monde dans lequel on se situe, d'avoir un esprit critique, de pouvoir savoir où est sa place et ensuite j'ai peut-être fait des études en histoire, mais je vais aller travailler en biologie. C'est plus une histoire de compétences que de diplôme. Voilà. Qui est pourtant. Et c'est vrai que moi j'ai une certaine réserve sur cette spécialisation. Vraiment, on se disait, on va former les personnes pour un emploi, pour une entreprise. Je pense que ça les enferme, et c'est ce qui est important. Et ce qu'on voit, les personnes qui s'insèrent et qui ont la capacité de s'adapter sont celles qui réussissent le mieux. C'est vraiment donner des capacités d'adaptation qui feront que finalement, quel que soit peut-être le secteur d'activité, l'insertion sera possible. Voilà. Et après, effectivement, on a besoin d'un complément, d'un ajustement sur un emploi. Pour revenir aussi, excusez-moi, sur Cadre Avenir, donc on dit, alors les personnes qui sont parties se former, quand elles reviennent, elles se dirigent vers la fonction publique. Moi, ce que j'ai pu entendre aussi de témoignages, c'est qu'elles sont allées vers le privé, elles n'ont pas forcément eu d'opportunités, et que c'est parfois pour les personnes, alors c'est sûrement pas représentatif, mais les personnes avec qui j'ai pu échanger, c'est aussi parfois par dépit qu'elles se tournent vers la fonction publique. Donc je pense qu'il y a aussi... ça existe la discrimination à l'emploi ? Non, enfin la discrimination à l'emploi, elle se fait en fonction des compétences, tout simplement. Un chef d'entreprise qui est amené à recruter face à deux candidats prendra le plus compétent, et c'est bien normal. Derrière, en Nouvelle-Calédonie, l'emploi est très encadré puisqu'on a la loi sur l'emploi local qui définit très clairement les règles à l'embauche, avec là aussi une discrimination en fonction de la citoyenneté. Mais comme les offres ne sont pas déposées... Donc il y a très peu de contrôle. Il y a des offres, je crois, qui sont déposées. Oui, mais pourtant il y a des gens qui sont vertueux et qui les déposent. Oui, après, effectivement, il faut que le système s'auto-régule et puis peut-être effectivement se contrôle davantage. Mais dans l'ensemble, il existe. Il y a des commissions CPEL qui se réunissent extrêmement régulièrement, des discussions qui ont lieu entre partenaires sociaux et fédérations patronales extrêmement régulières. Et voilà, et la loi existe concrètement. Maintenant, oui, un chef d'entreprise recherche, là aussi, évidemment, sur un poste, la compétence, bien sûr.
Alors, l'horloge tourne vite, donc on va passer au dernier thème de cette émission. Veut-on vraiment vivre ensemble en Calédonie ou chacun de son côté? Alors, je vais livrer à votre sagacité une phrase de Pierre Frogier qu'il a prononcée la semaine dernière au Sénat. Le vivre ensemble, le métissage culturel se sont heurtés au clivage identitaire. Chaque communauté veut vivre à sa façon, avec ses spécificités et ses valeurs propres. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette phrase, Mimsi? Écoutez, moi, en tant que chef d'entreprise, non. Je dirais, je l'ai dit, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les entreprises, c'est des modèles souvent de vivre ensemble. Moi, dans mon entreprise, j'ai toutes les ethnies. Les gens s'entendent bien, ils sont heureux de travailler ensemble, ils échangent, ils s'enrichissent. Et c'est ça qu'on voit au quotidien, et je ne suis pas la seule. Énormément de chefs d'entreprise vous le diront. La cohésion sociale, elle existe dans les entreprises, elle existe quelle que soit l'ethnie. Derrière, très clairement, le ressenti qu'on a, c'est que les gens veulent vivre ensemble et qu'il n'y a pas de division majeure de notre société. Il y a des problèmes à régler, des réconciliations probablement à faire. D'ailleurs, nous, quand on adresse, après, on va en reparler. Mais oui, bien sûr qu'il y a des progrès à faire, mais au sein de l'entreprise, on ne vit pas cette... Oui, c'est ce qui est d'ailleurs ressorti de la consultation. Les gens disent qu'ils veulent vivre ensemble. Vous, au sein de l'université, Catherine Riss, vous avez l'impression que les étudiants, chacun veut vivre de son côté ou ça se mélange? C'est difficile à dire parce qu'effectivement, ça se mélange par contrainte. Ils suivent les mêmes cours, ils sont dans les mêmes amphis, ils forment des groupes qui sont des groupes... Parce que c'est des groupes communautaires, mixtes, justement. Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, on est quelques-uns avec des collègues. Effectivement, quand on arrive dans une salle ou dans un amphi, puis qu'on a une couleur d'un côté, une couleur d'un autre côté, on dit non, c'est pas possible, on peut pas faire cours comme ça. Et puis, vous réorganisez. Après, il y a quand même quelque chose qui existe. Effectivement, ça ne veut pas dire qu'on le souhaite, parce que effectivement, là, vous avez cité Pierre Frogier en disant est-ce que vous souhaitez ça? Non, c'est pas qu'on le souhaite. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on se constate et que moi je constate beaucoup plus peut-être maintenant qu'il y a quelques années, qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est-à-dire que le mélange se fait encore moins qu'avant, qu'on a reculé? C'est pas évident à dire. Enfin, j'aimerais être positive, mais en tout cas, ce qui est sûr, moi, ce que je vois au niveau des étudiants, c'est que en fait, ces sujets sont quand même assez peu abordés. En tout cas, les sujets de l'avenir institutionnel, les sujets politiques, parce qu'on sait que c'est des sujets clivants. Et ça, il ne faut pas se mentir. Voilà. On s'entend bien, on travaille bien ensemble. Et quand on est copains, parce qu'on est étudiants dans la même promo, on a envie de garder cette relation. Et que si on va sur ce registre-là, on connaît nos différences. Et bien, souvent, on préfère ne pas les évoquer. Est-ce que justement ce clivage politique pour ou contre l'indépendance, finalement, ne creuse pas et n'entretient pas des faux clivages entre les gens? Je crois que c'est ce qui ressort globalement, c'est que c'est une question, quelqu'un le disait l'autre soir, qui a peut-être été mal posée, pour ou contre l'indépendance. C'est plutôt pour quel modèle de société quel modèle de société voulons-nous construire? C'est ça la vraie question tous ensemble, puisque les aspirations a priori d'une grande partie de la société calédonienne, c'est justement se vivre ensemble, mais les gens se considèrent mal informés, insuffisamment préparés à ce qui va se passer demain, et donc effectivement on se retrouve avec une question binaire qui devient un petit peu stérile au final, et qui ne nous permet plus aujourd'hui d'avancer. Alors, à LCECO, vous parlez beaucoup de multiculturalisme. C'est quoi le multiculturalisme? C'est la coexistence de plusieurs cultures? C'est le mélange des cultures? Quelle est votre vision du multiculturalisme? C'est le respect déjà de la diversité, effectivement des ethnies, mais aussi des genres, de la diversité homme-femme aussi. C'est des choses auxquelles on est extrêmement attaché parce qu'on considère et l'emploi des femmes est extrêmement important. Donc c'est vraiment le respect de toutes les diversités, et parce que c'est ce qu'on va retrouver dans l'entreprise. Donc à un moment donné, on a besoin que tout le monde se sente à sa place au sein de l'entreprise, quelle que soit son orientation de genre, quelle que soit son ethnie, quelles que soient ses croyances. Donc ça, c'est quelque chose qui pour nous est fondamental, et ça va évidemment au-delà des problématiques économiques, mais c'est la société dans laquelle on espère vivre demain. Et voilà, donc ça passe par la prise en compte de tout le monde, de toutes les communautés. Voilà, et avec leurs spécificités. Quand je dis aussi qu'il faut qu'on se serve de notre autonomie peut-être davantage, c'est d'adapter aussi parfois notre droit du travail aux spécificités locales, pas juste essayer de calquer des systèmes venus d'ailleurs, c'est d'être
un peu plus acteurs de notre propre développement. Et en prenant en compte l'humain et en prenant en compte les spécificités locales, tout simplement. Alors, dans l'enquête de Kuitnovi, justement, qui a été faite lors de la consultation citoyenne, il y a 58% des Calédoniens qui sont très favorables, ou plutôt favorables, à un geste pour clore la période coloniale. Un geste donc, qui devrait s'adresser à la fois au peuple autochtone et aux victimes de l'histoire, en présence du président de la République, par exemple. Catherine Riss, ça vous a surpris, ce chiffre, ou ça vous semble être quelque chose, finalement, de logique, compte tenu de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie? Oui, moi, ce que j'ai pu voir dans les entretiens auxquels j'ai participé, c'est effectivement, il y a quand même un besoin de reconnaissance qui n'est pas encore assouvi chez beaucoup de Calédoniens. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Et c'est vrai que quand on n'a pas terminé quelque chose, c'est difficile de se projeter dans l'avenir et dire on va continuer ensemble. Il y a ce besoin, effectivement, et finalement 58%, c'est pas beaucoup non plus. Hein, c'est à peine un peu plus de la moitié. Mais effectivement, c'est quelque chose d'assez prégnant de dire on a d'abord quelque chose à... Alors c'est quoi ce quelque chose? C'est de faire que l'histoire de chacun soit reconnue. Oui, que la place de chacun soit reconnue. Et il y a voilà, beaucoup de personnes, de communautés après, qui effectivement ne se sentent pas reconnues comme étant à leur place, ou la place qu'ils estiment être la leur, alors qu'on pensait que c'était fait avec l'accord de Nouméa, notamment le préambule de l'accord de Nouméa qui pose les choses. Mais on voit bien que c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Dans votre document NCECO, je crois que vous allez même jusqu'à évoquer un pardon de l'État. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, c'est plus précisément, on considère qu'aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on ne nous attend peut-être pas de façon très évidente, mais pour autant, on considère que ça nous empêche d'avancer. Bon, il y a un constat qui est que les affrontements de blocs et les incompréhensions mutuelles font qu'on a du mal à construire ce modèle de société que nous, on appelle de nos voeux. Donc, partant de là, on a été très intéressés par le travail que Roch Apikawa avait fait sur les coutumes de réconciliation au moment, donc entre les clans Chibaou, de pardon, qui a été quelque chose qui a pris du temps, mais où chacun a pu s'exprimer. Et on considère que toutes les communautés ont leurs propres souffrances, mais que toutes ces souffrances devraient peut-être à un moment donné être mises sur la table, écoutées, entendues, que peut-être à ce moment-là, il y ait effectivement, d'une façon ou d'une autre, alors là, c'est pas à nous de le dire ou de le proposer, mais qu'une écoute qui soit mutuelle. Et c'est pas juste un pardon de l'État ou une excuse de l'État, c'est qu'à un moment l'État a des choses à dire, mais toutes les communautés en Nouvelle-Calédonie ont des choses à dire. Il y a des souffrances dans toutes les communautés. Donc et à un moment donné, lucide sur l'histoire, un regard lucide, une écoute mutuelle. Et puis à un moment donné, un geste fondateur qui dit bon, ça y est, c'est derrière nous. Oui, c'est le principe de cette coutume de réconciliation. C'est à un moment donné, on tourne cette page et on regarde vers l'avenir. Et bien oui, bien sûr, ça dépasse nos métiers au quotidien et ce qu'on fait au quotidien. Mais en tant que citoyen, là c'est le citoyen qui parle, on a envie d'aller vers là parce que justement, à un moment donné, on veut retrouver cet apaisement pour pouvoir construire l'avenir. Est-ce que vous pensez que ça pourrait débloquer oui. Libérer finalement peut-être des énergies. Alors c'est vrai, je ne sais plus si c'est dans votre contribution ou dans celle d'autres intervenants qui parlaient de la création d'une commission réconciliation et vérité en Nouvelle-Calédonie, comme ça a été fait dans certains pays. Catherine Riss, ça vous paraît être éventuellement quelque chose qui pourrait être utile au sortir de l'accord de Nouméa? C'est difficile à dire. Si c'était la solution et que ça permettrait d'avancer, ce serait formidable. Parce que je pense que les énergies pourraient être rassemblées autour de ce type de dispositif, je l'espère en tout cas. Après, savoir si ça suffirait. Mais on voit bien, le non-dit dont vous parlez, que vous observez chez les étudiants, il est là, il est latent. Et en plus, on a l'impression, d'après ce que vous dites, que ça s'aggrave même au fil des années. Donc, Oui, mais bon, s'il suffisait effectivement de mettre en place... mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui bloque? C'est difficile à dire. Vous avez du mal, vous aussi, à parler... Oui, c'est pas... Et puis, je pense que c'est pas à moi de le dire, honnêtement. Voilà, je pense que c'est... Voilà, le peuple premier, les personnes qui sont ici chez elles, qui ont à trouver la solution. Quand vous avez rédigé donc, votre contribution, il y a eu énormément d'heures de réunions pour NCECO. C'est un sujet qui est revenu, ce lien social, ce fait de faire société ou pas en Calédonie. On voit à quel point c'est difficile. Ça vous a semblé être une préoccupation
des gens de NCEco? Oui, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux en fait. C'est-à-dire que quand on est investisseur et qu'on veut se projeter dans l'avenir, on a besoin d'avoir confiance dans cet avenir et une certaine sérénité doit être en tout cas retrouvée. Aujourd'hui, les entrepreneurs en Nouvelle-Calédonie sont un petit peu abattus. Il y a certains fondamentaux qui sont un peu bafoués. On parle de l'état de droit dans certains cas. Les événements de fin d'année à Valais ont été durs à vivre, pas uniquement pour Valais, mais pour l'ensemble des entrepreneurs de ce pays, en se disant mais est-ce que la liberté d'entreprendre est respectée? Est-ce que la liberté de céder mon entreprise, tout simplement, va être respectée dans l'avenir? Est-ce que ma propriété privée va être respectée demain? Mais c'est des questions très concrètes que tout le monde a été amené à se poser. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un apaisement et de respect d'un certain nombre de fondamentaux pour pouvoir envisager sereinement de poursuivre l'investissement sur ce territoire dans les années qui viennent. Et j'ai envie de dire, il y a l'investissement endogène des entrepreneurs calédoniens, mais demain, si on veut maintenir notre niveau de vie, il va falloir qu'on fasse venir d'autres investisseurs, des gens de l'extérieur aussi, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas toujours compter sur les transferts de l'État. Il faudra déjà que les gens soient bien entre eux. À un moment donné, il faut qu'on fasse un petit peu envie. Là, moyen. Je vais vous laisser 30 secondes chacune pour conclure cette émission et peut-être justement dire quelles attentes vous avez pour la suite après cette vaste consultation citoyenne et du travail que vous avez fourni. Difficile à dire. Moi, je pense vraiment, c'est pas que moi qui le dis, il y a quand même un consensus sur la première ressource d'un pays, c'est sa population. Et c'est vrai que d'avoir une population qui est en mesure de contribuer, alors là, d'un point de vue utilitariste en économie, mais de pouvoir contribuer à la création de richesses et à la croissance, c'est la plus grande richesse. On est dans une économie de la connaissance qui crée de la richesse. Aujourd'hui, ce sont les hommes. Il n'est de richesse que d'hommes. Voilà, tout à fait. Donc, soignons l'humain. Dans toutes ses dimensions, formation, santé, épanouissement, pour en fait aller vers une société prospère. Oui, c'est délai. Écoutez, moi je rejoins un peu Catherine. Je dirais que là, les citoyens calédoniens, la société civile ont eu une opportunité assez unique de s'exprimer, de parler, de donner des avis, des recommandations, des aspirations. Moi, ma seule espérance, c'est que ce sera entendu par le monde politique. On a un petit peu le sentiment d'une rupture aujourd'hui entre le monde politique et les citoyens de la Nouvelle-Calédonie. On espère juste, et d'ailleurs c'était assez symptomatique de voir les rangs clairsemés à cette présentation de lundi, qui pourtant a été très intéressante. Je veux dire, quel que soit l'avis qu'on porte sur les résultats et ce que les gens ont dit, il faut savoir s'écouter aussi. Et là, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'absents ce soir-là. Ça, c'est assez frappant. Et on espère véritablement que nos contributions, et Sébastien Lecornu l'a dit aussi, ne seront pas méprisées, seront entendues. On n'exige rien, mais on aimerait faire partie du débat. Très bien. Eh bien, je vous remercie toutes les deux d'avoir participé à ce débat et d'en avoir respecté le principe, sans mentir. Notre troisième invité, malheureusement, Pierre Ouélépa, n'a pas pu nous rejoindre. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt. Belle soirée.